Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous accueillir. On va évoquer la grande colère des Français après la mort de la petite Liana, 11 ans, et le sort que l'on réserve dans notre pays aux enfants victimes d'agressions. Chaque jour qui passe amène son lot de nouvelles affaires classées sans suite, de plaintes qui n'aboutissent jamais et d'affaires qui ne sont jamais jugées. Pourquoi les Français se révoltent-ils face à une justice qu'ils ne comprennent plus ? Peut-on encore parler de dysfonctionnement quand on est face à de telles fautes systémiques ? Et qu'est-ce que l'état de la justice dit de l'état de nos sociétés ? Autant de thèmes à aborder avec vous aujourd'hui. On se posera aussi la question, Michel, de la réponse politique face à cette colère des Français. Est-ce que nos dirigeants sont à la hauteur de l'enjeu de civilisation que pose la multiplication des violences dans la société, notamment contre les femmes et les enfants ? On va parler d'autre chose aussi, Michel. Vous avez vu le film sur le général de Gaulle, le premier volet du diptyque d'Antonin Baudry intitulé La bataille de Gaulle, avec le sous-titre L'âge de fer. Cela retrace l'histoire du général lorsque, juste après la capitulation, il gagne Londres, ses premières tentatives pour rallier des résistants et la bonne volonté britannique. Bref, c'est un film que vous avez aimé et donc c'est important, on va en parler avec vous. Et puis le point philo, vous nous conseillez alors un livre de Michel Foucault, peut-être pour le critiquer, qui pose cette question: à quoi bon les prisons ? C'est de lui que vient toute l'idéologie de la gauche qui irrigue aujourd'hui le droit français. On va décortiquer ça avec vous, Michel, dans le point philo à la fin de l'émission. On va commencer par cette émotion que chacun ressent après un drame, la mort d'une petite fille de 11 ans, Liana, avec un suspect de 41 ans qui la connaissait bien, puisqu'elle était très amie avec ses filles. On va écouter d'abord les réactions recueillies lors de la marche blanche qui a eu lieu la semaine dernière en mémoire de Liana. Et puis on s'attachera ensuite au volet judiciaire et politique. Mais d'abord l'émotion et les paroles des Français. On est dans un département quand même où il se passe très rarement grand-chose. En tout cas pas des choses de cette ampleur-là. Donc oui, ça a choqué tout un département de toute manière et toute la France. Pour eux, ça doit être très difficile. Je me mets effectivement à leur place en ayant 3 enfants. Ça peut arriver à n'importe quel parent et on aimerait d'avoir du soutien. Je suis papa d'un enfant de 10 ans et on y pense. On se dit qu'il y a des gens comme ça qui sont partout. Florence, c'est tout petit et on se dit quand même, ça arrive près de chez nous. C'est honteux. Nous devons de protéger nos enfants, c'est essentiel. C'est l'avenir, puis je veux dire, c'est des petits quoi. Enfin, je vois pas les choses autrement. Cette marche blanche, je pense qu'elle n'aurait pas lieu d'avoir lieu. Il fallait qu'on vienne pour soutenir pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de dignité, beaucoup de bon sens dans ce que disent les Français, Michel. Ils sont révoltés tout simplement, et c'est une révolte universelle, voilà. Oui, d'abord, on devrait mettre en perspective le peuple et la populace. On a le peuple là, c'est une espèce de vraie dignité, d'élégance, de réflexion simple, mais tellement juste, tellement vraie. Et puis les émeutes, avec cette populace de gens qui disent on massacre, on détruit, on met le feu, on insulte, on tire sur les policiers, etc. Il y a deux France, là. Il y a vraiment les deux France. Et ce peuple, il pense d'une certaine manière. C'est-à-dire que on parlera peut-être en point philo un jour d'un livre de Gustave Le Bon qui s'appelle La psychologie des foules, mais le peuple, il reste digne. C'est le bon sens dont nous parlait Descartes en nous disant qu'il était la chose la mieux partagée du monde. Alors il est la mieux partagée du monde parfois dans le peuple plutôt que chez les intellectuels, et on verra pourquoi et comment. Et moi je trouve que le peuple sent un certain nombre de choses, parce qu'il est très informé, surinformé maintenant. Et il a bien compris qu'il se passait des choses pas très claires sur les enfants, sur la pédocriminalité au sens large du terme. Alors d'abord, on a imposé le mot pédocriminalité parce qu'on voulait expliquer que finalement la pédophilie, c'était pas exactement la même chose. C'était une concession faite aux pédophiles. Pédocriminalité, moi j'ai pas entendu ça. Il y a 30 ans, j'écrivais contre ces gens-là, contre Gabriel Matzneff et quelques autres. Mon premier texte, il date effectivement d'il y a une trentaine d'années. Et on a fait une révolution sémantique en disant mais non, laissons tout de même la pédophilie. Ça, c'était un bon point offert à M. Matzneff, qui nous expliquait que c'était une pratique grecque, que finalement il y avait les rastes et les romaines, c'est-à-dire l'adulte et puis l'enfant, et que c'était une initiation. Certes, elle était sexuelle, mais en même temps on initiait à la culture, aux beaux-arts, etc., etc. On a parlé sur notre plateau du banquet de Platon et effectivement de cette pédophilie-là. Et puis, ils comprennent bien, les Français, qu'il y a quelque chose de pas clair. Par exemple, l'affaire Epstein. Je veux rendre hommage aux députés de la France Insoumise, une fois n'est pas coutume. Ils ont demandé une commission d'enquête et je les soutiens à 100% dans cette demande de commission d'enquête. Epstein a un appartement dans un quartier chic à Paris et beaucoup de gens viennent
dans cet appartement. La France Insoumise, les députés de la France Insoumise ont demandé une commission d'enquête. Ils ont raison. Qui sait ou qui se souvient que l'Assemblée nationale a refusé cette commission d'enquête, que Mme Yaël Braun-Pivet a fait savoir qu'il ne fallait pas interférer avec la justice, etc. Ah, la belle affaire. Le Sénat, M. Larcher, nous a fait savoir que, même chose, on ne pouvait pas faire une commission d'enquête. Ce serait quand même très intéressant de savoir ce que M. Epstein faisait à Paris, dans cet immeuble. Ce serait quand même bien, par exemple, qu'on sache pourquoi la fille de Jack Lang a eu beaucoup d'argent quand il est décédé dans un testament avec plusieurs millions. On peut peut-être avoir une commission d'enquête. On pourrait peut-être aussi avoir une commission d'enquête. J'ai entendu qu'elle me semblait avoir lieu ou se dessiner, peut-être hélas, malgré, à cause du meurtre de cette petite fille, mais la mairie de Paris, le périscolaire, 150 personnes concernées, une cinquantaine de gens qui seraient coupables d'attouchements sexuels, etc. On se dit, mais là aussi, il n'y a pas de problème en matière de justice. J'ai lu un livre de Willy Le Devin qui vient de paraître aux éditions Lattès et qui s'appelle Les hommes de la rue du Bac. C'est terrible ce qu'on apprend sur ce réseau pédophile de Saint-Germain-des-Prés. On en reparlera tout à l'heure. Mais j'aimerais juste revenir à cette émotion populaire et vous faire écouter d'autres réactions, Michel, parce qu'il y a eu la marche blanche pour la petite Liana, et puis il y a eu des rassemblements spontanés devant les tribunaux, devant les palais de justice, vraiment sur tout l'ensemble du territoire. Et là encore, cette grande dignité des gens qui venaient manifester, je voulais qu'on entende quelques extraits de ces réactions. C'est une injustice complètement folle, quoi. Il n'y a pas de justice en France, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, petits Français voilà, on ne peut que soutenir cette cause, quoi. La cause des enfants qui n'a pas été entendue depuis de longues années, je crois que c'est la raison essentielle, de se laisser aller. Je suis en colère, déjà. J'ai une petite fille de 10 ans, j'ai une fille qui est grande. Mais ma petite fille de 10 ans réveille beaucoup de choses en moi et beaucoup de colère par rapport à ce qui vient de se passer. Les excuses, ça fait 40 ans qu'on les subit. Donc maintenant, il faut que les gens, on ouvre les yeux et que chacun prenne ses responsabilités. Voilà, chacun prenne ses responsabilités. Qu'est-ce que ça dit d'une société quand elle ne sait pas protéger les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants? Michel Onfray. Mais c'est pas qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Moi, je m'oppose au mot dysfonctionnement. C'est une façon de mettre la poussière sous le tapis en disant dysfonctionnement. Ça veut dire qu'habituellement, la justice, elle fonctionne bien et que de temps en temps, il y a des ratés. Non, il n'y a pas des ratés. Il y a une justice idéologique, il y a une justice de classe, il y a une justice qui protège des individus. Ce que je viens de dire, il me semble que Epstein est protégé. Les amis d'Epstein sont protégés. Que les gens de la mairie de Paris, mairie ancienne, mairie nouvelle, sont protégés. Donc ce ne sont pas des dysfonctionnements. Et que ceux qu'on appelle les identitaires, pour tout de suite les présenter comme des gens d'extrême droite, et presque dire qu'ils ont parfois esquissé une ébauche de salut nazi dans le canon français, alors ceux-là, ils ont des problèmes. Quand des gamins s'en vont sur des jeunes garçons, des jeunes filles, ils ont une vingtaine d'années, je crois, s'en vont à la frontière franco-italienne en disant symboliquement, regardez, ça peut s'arrêter. Ils sont tout de suite arrêtés. Vous avez cette actrice ou réalisatrice, je ne sais pas qui, Madame Bescon, je crois, qui a travaillé dans un film qui s'appelait Les Chatouilles. Elle a raconté son histoire et qui s'est retrouvée en garde à vue. Vous voyez qu'il y a des bons fonctionnements de la justice quand on veut. Quand il y a eu des paysans qui se sont manifestés, eux aussi se sont trouvés en garde à vue. Mais il y a aussi des magistrats qui se battent et qui démantèlent des réseaux de pédocriminels. Michel, effectivement, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté dans le système judiciaire. Mais je veux dire que le principe du journalisme, c'est qu'on ne fait pas une émission en expliquant tous les trains qui sont arrivés à l'heure. Le problème, c'est les trains qui arrivent en retard. Donc après, on nous dit, il y a ceci, il y a cela, regardez les dossiers, les piles de dossiers, ceci, cela, etc. D'accord, très bien. Alors là, je veux bien, à ce moment-là, passons à autre chose. Et pourquoi y a-t-il dysfonctionnement? Parce qu'il a été décidé que la justice n'était pas prioritaire en France. On a décidé qu'il fallait accueillir toute la misère du monde. Il fallait d'ailleurs gérer toutes les guerres du monde. Qu'il fallait intervenir sur le conflit russo-ukrainien, qu'il fallait intervenir sur le conflit israélo-palestinien, qu'il faut intervenir à peu près partout, qu'il faut aider la pauvre Chine parce qu'il faudrait l'aider dans son développement, qu'il faudrait aider la totalité des pays africains parce qu'il y a des problèmes de réchauffement climatique. C'est-à-dire il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et on a beaucoup entendu sur cette chaîne, et c'était fort heureux de pouvoir l'entendre, que les budgets français concernant la justice sont ridicules par rapport aux budgets d'autres pays européens. Notamment l'Allemagne. Ce sont des choix politiques. Et ce sont des choix politiques de droite et de gauche, pardonnez-moi, je vais utiliser le mot, mais maastrichtienne, qui depuis des années estiment que les ordres sont à prendre à Bruxelles, et à Bruxelles, on nous fait savoir qu'il y a des priorités en matière de justice, et que ces priorités, elles ne sont pas pour le petit peuple.
Et elles ne sont pas pour les plus exposés. J'entends les petits enfants et j'entends les personnes âgées aussi. Il s'en est passé des choses dans les EHPAD et il s'en passe dans les EHPAD. C'est facile quand vous avez des enfants. Infants en latin, l'étymologie, c'est qu'ils ne parlent pas. C'est très difficile d'expliquer un certain nombre de choses. Alors vous avez le doigt du pipi, le trou du pipi, etc. Enfin, on a entendu cette chose-là. Et ce sont les petits mots des petits-enfants qui sont abusés. Et un policier, un gendarme qui dit ouais, bon, c'est des trucs d'enfants, c'est pas très grave, etc. Ça, pour le coup, j'accablerais, alors pas pour le coup les priorités de justice, mais le gauchisme culturel. On en reparlera tout à l'heure avec Michel Foucault. Mais ce gauchisme culturel qui a consisté à dire que finalement, la pédophilie, c'était une affaire de bourgeois, de bourgeois étriqués, coincés. Je renvoie par exemple à tous les travaux de Guy Hockenheim, La beauté du métis, qui est un livre terrible qui nous explique, ou alors d'autres individus, Tony Duvert, qui s'en viennent nous expliquer qu'on peut avoir des relations sexuelles avec des enfants de 6 ans. Tony Duvert, l'œuvre complète a été publiée aux éditions de Minuit. Je veux dire, les journaux de Gabriel Matzneff ont été publiés aux éditions Gallimard, il n'y a aucun problème, dans une collection dirigée par Philippe Solers. Quand il y a ce livre de Matzneff qui s'appelle Les moins de 16 ans, il est publié dans une collection dirigée par Jacques Chancel. Quand il y a un livre de René Scherer qui s'appelle Émile Perverti, qui fait l'éloge de la pédophilie, ça se trouve publié dans une collection dirigée par Jean-François Revel. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'imprégnation, j'ajoute aussi peut-être et Freud et Dolto. Freud qui nous dit les enfants ont des pulsions sexuelles, et finalement il y a une sexualité chez les enfants. Et Gide qui est un pédophile notoire, pédéraste notoire comme on disait à l'époque, est un personnage qui nous dit c'est formidable. Gide a beaucoup fait pour qu'il y ait une introduction de la pensée de Freud en France. Et puis mon ami Didier Pleu avait écrit un livre qui s'appelait La déraison pure. C'était un livre consacré à Françoise Dolto pendant des années. Sur une chaîne de radio, Françoise Dolto nous expliquait que oui, il y avait une sexualité des enfants, que finalement, quand il y avait des relations sexuelles avec les parents et les enfants, c'était pas forcément problématique, etc. Ça, c'est un gauchisme culturel qui fait la loi aussi, intellectuellement, chez des jeunes gens, chez des jeunes magistrats. Il y a une espèce de complaisance à l'endroit des pédophiles, des pédérastes, etc., enfin, tous des pédocriminels, pendant qu'il n'y a pas de tolérance pour les paysans, pour les marins-pêcheurs, qui se disent, vous êtes en train de mettre notre métier à l'eau, c'est le cas de le dire. Et donc, il y a des priorités en matière de justice et c'est fort sympathique de la part de Gérald Darmanin de présenter ses excuses, mais c'est pas à lui de présenter ses excuses. C'est à toute la classe politique depuis une trentaine d'années de nous dire oui, les priorités n'ont pas été les bonnes et nous constatons aujourd'hui que cette politique a généré des crimes d'enfants, des meurtres d'enfants, des assassinats d'enfants et ça sert à rien de dire maintenant on va faire ceci, maintenant on va faire cela. C'est un peu facile. On est dans Face à Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1, on continue à évoquer ce drame, la mort de Liana, la réponse de la justice, non pas ses dysfonctionnements mais les failles systémique que nous venons de décrire. On va écouter l'avocat des parents de Liana qui lui exprime comme vous que le vrai cœur du problème c'est les moyens que l'on donne à la justice. Et après, on évoquera le volet politique de l'affaire. Je ne dis pas que ça. Vous ne dites pas que ça, mais vous dites qu'il y a un problème de moyens et de volonté politique. Oui, alors ça c'est la gauche. Et c'est un discours qui est juste si on ajoute le discours de droite qui va avec et qui consiste à dire il y a aussi une imprégnation culturelle. Il n'y a pas que des problèmes de moyens, il y a aussi une imprégnation culturelle. C'est pas que le discours de la gauche, c'est l'hémiplégie, la droite, la gauche. C'est pourquoi j'aime tant le général de Gaulle, c'est-à-dire de dire mais comment est-ce qu'on peut faire pour dire oui, vous avez raison, la gauche, de dire qu'il y a un problème de moyens, mais oui, vous avez aussi raison, la droite, d'estimer qu'il y a un problème d'imprégnation culturelle. On écoute l'avocat des parents de Liana. Il y a une question. Comment cela a pu arriver ? Alors je ne suis ni enquêteur, ni politicien, je suis l'avocat de la famille et j'ai eu accès au dossier. Et par ma voix, cette famille endeuillée souhaite envisager les véritables responsabilités, celles des moyens qu'on accorde à la justice et à leur efficacité. Car oui, Monsieur le Président, c'est le vrai cœur du problème. J'ai vu des gendarmes, des policiers, des magistrats et des greffiers crouler sous les piles de dossiers à traiter. J'ai vu les mêmes se battre pour des post-it ou des ramettes de papier, on en est là. J'ai vu des décisions de justice qui n'étaient pas appliquées, faute d'avoir du personnel pour pouvoir le faire. J'ai vu des experts refuser leur mission car ils avaient trop de travail. J'ai vu des rapports d'expertise être rendus 6 mois après qu'on les avait demandés. J'ai vu des instructions judiciaires pour viol durer des années car il n'y a pas assez de juges, pas de place en audience. Voilà pour le constat de l'avocat des parents de Liana, imparable, de toute façon il est au cœur du système et il le sait. Et il fait allusion à une réponse d'Emmanuel Macron qui a dit c'est pas une question de moyens, cette affaire-là c'est pas une question de moyens. Qu'est-ce que vous en pensez Michel ? Voilà, deux choses. Si on prend le discours de ce monsieur, je trouve assez consternant de dire que s'il y a des pédophiles aujourd'hui, des pédophiles criminels, des pédocriminels, c'est à cause du manque de papier et des post-it qui ne sont pas en assez grande quantité. C'est assez consternant ce genre de discours. Ensuite, ce monsieur nous dit « je ne suis pas un politicien ».
pas un politicien, mais il fait de la politique, et de la politique la plus basse. Cette façon de dire, je dois défendre une petite fille qui a été assassinée, mais c'est la faute au post-it et au ramette de papier. Après, Emmanuel Macron, on sait comment il est. Il nous a fait savoir qu'il ne fallait pas répondre par des cris. Mais par quoi faut-il répondre ? Quand c'est par le bulletin de vote, on met le bulletin de vote à la poubelle. On dit, on a envie que ça change, on va voter pour des gens qui nous proposent de changement, et on dit, ah, vous avez voté ? Ben non, finalement, on va mettre votre vote à la poubelle. Qu'est-ce que peut faire le peuple qui ne crie pas tant que ça, je rappelle ? Non. Il est digne. Il est digne. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien que sur les émeutiers d'après PSG, le président de la République parle des cris, et plus que des cris. Et là, il n'y a rien du tout. Et là, on entend cette façon qu'a le président de la République de nous dire que le peuple qui descend dans la rue avec une grande sérénité, un grand calme, une grande décence, aucune insulte. Vous avez vu les pancartes, il n'y a aucune insulte, il n'y a aucune agressivité, il n'y a aucun mépris. On dit, mais la réponse, c'est pas les cris, c'est pas la démagogie. Mais c'est quoi la démagogie pour ce monsieur ? Il faudrait quand même arrêter de croire que ces gens qui, depuis des années, se font trahir et tromper par la classe politique, et je ne dis pas seulement 10 ans, mais on peut remonter à 2005, tous ces gens à qui on dit « votez, la République, l'état de droit, le suffrage universel, les élections, vous allez pouvoir vous exprimer, nous sommes des républicains, d'abord la République et la France après ». Et tous ces gens qui disent « mais quand la République marche mal, c'est-à-dire quand vous votez mal, on va jeter votre bulletin de vote à la poubelle ». Quand, sur un coup de colère, M. Macron dissout l'Assemblée nationale parce qu'il a perdu, une fois encore, des élections intermédiaires, notamment les élections européennes, personne ne descend dans la rue en disant c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que c'est un coup d'État. Il y a des chiffres, les chiffres sont là, et ça n'est pas ceux qui sont arrivés les troisièmes qui doivent prendre le pouvoir, conserver le pouvoir ou garder le pouvoir. Et ce peuple garde la dignité. Il ne casse rien, il ne brûle rien. Et on sent bien dire les cris, la démagogie, etc. Mais il ne se rend pas compte de la relation qui est la sienne, le président de la République, avec le peuple français, une relation qui n'a jamais été autant dégradée. On a pu en avoir assez d'un certain nombre d'hommes politiques, machin, bidule, un tel, enfin, ça se passe souvent comme ça. D'ailleurs, presque tous les présidents de la République ont eu des problèmes avec leur fin de mandat, ou leur double mandat. Je crois qu'on n'a jamais atteint un tel degré de détestation. François Mitterrand était capable d'aller acheter des bouquins dans les librairies de livres anciens tranquillement. Nicolas Sarkozy pouvait faire son footing. François Hollande pouvait faire du scooter autant qu'il le souhaitait. Il y avait encore une espèce de respect, de dignité, et puis voilà. Et là, il y a un mépris perpétuel. Le président de la République méprise son peuple, le peuple. Alors, il y a un risque aussi, Michel, à force que les Français se rendent compte que la justice ne les défend pas, c'est le risque de se faire justice soi-même. Oui. On va juste écouter le témoignage d'un père de famille dont la petite fille de 12 ans a été violée. Il a décidé lui-même d'enquêter, parce qu'il ne se passait rien du côté de la justice, et il a donné le nom du criminel à la justice. On écoute ce reportage de Franck Tréviot avec le récit Nicolas Roger, et je vous passe la parole ensuite. Tu reprends à quelle heure, là ? À 40, je dois partir. Ce père de famille a adressé une lettre ouverte au ministre de la Justice. Sur ses réseaux sociaux, il interpelle régulièrement Gérald Darmanin. Ouais, j'ai envoyé un message, le premier message le 17 janvier, puis un autre le 8 mars. J'ai jamais eu de réponse. Il y a un an, la fille de Georges, 12 ans à l'époque, a été approchée par un pédocriminel âgé de 36 ans via les réseaux sociaux. Le père de famille découvre les messages à caractère sexuel et décide de porter plainte. Le lendemain, sa fille tente de se suicider. Quelques instants plus tard, son père parvient à la réanimer. La première chose que j'ai eu envie de faire, c'est le découper, quoi. Mais bon, c'est pas la solution, puisque mes enfants ont perdu leur mère. Si je vais en prison, ils n'ont plus personne. Donc ça règle le problème, quoi. Après avoir déposé plainte et en constatant la lenteur du processus, Georges décide de traquer lui-même le pédocriminel. On me dit qu'on me tient au courant, parce que là tout va bien. J'appelle une semaine après, il n'y a rien. J'appelle la semaine d'après, il n'y a rien. Je fais, bon, c'est bon, quoi. Je vais me débrouiller par moi-même, je vais le trouver moi-même, en fait. Le père de famille retrouve l'adresse du criminel. Après l'avoir transmise aux autorités, l'homme de 36 ans est interpellé quelques semaines plus tard. En mars dernier, il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans. Voilà pour ce père de famille. Le fait qu'on puisse se faire justice soi-même, c'est un des risques, effectivement, aujourd'hui, Michel Onfray. Oui, mais quand je vous parlais du bon sens populaire,
Je veux dire, ce que dit ce monsieur est dit par Hobbes dans toute sa philosophie politique au XVIIe siècle. Il nous dit, le contrat social, c'est très simple, c'est très clair. Vous avez la possibilité de nuire à autrui, parce que les plus forts peuvent avoir raison des plus faibles, les plus nombreux peuvent avoir raison des moins nombreux, les plus malins peuvent avoir raison des moins intelligents. Et il faut renoncer à cette violence parce qu'on vit dans la peur. Et Hobbes est un obsédé de la peur, il dit il faut conjurer la peur. On doit réaliser une sécurité dans une cité et on doit pouvoir cesser d'avoir peur. Et il dit on renonce à sa propre possibilité de nuire, en conséquence de quoi l'État nous dit je vous protège. Nous renonçons à notre liberté de nuire et l'État nous donne une liberté civile qui, elle, est garantie par la police, la justice, etc. Et Hobbes dit, vous savez, le Léviathan, ça fait 600 pages, un très gros livre, et c'est sur une dizaine de lignes. Il faut vraiment avoir tout lu plume à la main pour voir ce qu'il dit à ce moment-là, parce qu'on le présente comme une espèce de légiste très autoritaire, défendant une espèce de monarchie absolue. C'est pas le cas. Quand on écrit une chose qui est la suivante, il nous dit, si en revanche l'État n'assure pas la sécurité, alors vous pouvez recouvrer votre liberté. Et c'est ce que dit ce monsieur. Il dit, moi, je fais les choses dans l'ordre, dans l'ordre des choses, je respecte la loi, je sollicite la gendarmerie, on me dit oui, on va faire des choses, rien n'est fait, je fais moi-même une enquête, je dis le résultat de ma propre enquête, on dit, mais monsieur, vous n'avez pas le droit, vous allez vous retrouver en prison, vous n'allez pas vous substituer à la justice, substituer à la police, substituer à la gendarmerie. Le monsieur, il dit, mais moi, ma fille a été violée, ou a été abusée, et elle est dans une souffrance perpétuelle, elle finira sa vie avec cette souffrance. Ce monsieur qui nous dit avoir perdu son épouse, il est veuf, il se retrouve avec une petite fille qui se trouve violée, et l'État français qui lui dit circuler, il n'y a rien à voir. Qu'il ait envie de dire ce qu'il dit me paraît tout à fait légitime, c'est tout à fait défendable. Et puis d'autres disent, je vous ai entendu avec Nicolas Dupont-Aignan, repensons à la peine de mort. Moi, je suis contre la peine de mort, entendons-nous bien. Mais je veux dire, je conçois très bien le raisonnement des gens qui nous disent on est contre la peine de mort, mais ceci dit, si rien n'est fait, alors on va nous s'en occuper. Et si vraiment un État a failli comme il a failli, c'est qu'effectivement, il a laissé le peuple de côté, mais pour tout. La volonté du peuple compte pour rien, et les enfants du peuple comptent pour rien. Et c'est cette colère-là que l'on a évidemment entendu beaucoup ces jours-ci. On va faire une petite pause, Michel Onfray. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On évoquera à nouveau ces questions de la réponse de la justice face à ces crimes et délits. La peine de mort, on a entrouvert le dossier. Certains hommes politiques réclament la réouverture d'un débat sur la peine de mort. Et puis on évoquera les réseaux de pédocriminalité en France à la lumière effectivement de l'affaire Epstein ou Masnev. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray. Michel, on va évoquer la question de la peine de mort, parce qu'à chaque drame concernant des enfants, des morts d'enfants, la question de ce grand débat sur la peine de mort revient. Nicolas Dupont-Aignan, on va l'écouter, demande la réouverture du débat sur cette question. Écoutons le président de Debout la France. Je pense qu'il faut rouvrir le débat par un référendum sur la peine de mort dans notre pays. Vous êtes favorable au rétablissement de la peine de mort dans notre pays ? Je le dis solennellement. Pour les crimes qui touchent les enfants, la perpétuité réelle que nous propose le Premier ministre est un leurre. Elle n'arrivera jamais. Elle n'est jamais mise en place. Et que la seule solution, c'est qu'il y ait un débat et que les Français tranchent par référendum sur le rétablissement de la peine de mort. Mais bien évidemment, cette mesure très forte, tout à fait symbolique. Vous en connaissez la conséquence. Qu'on ne touche pas un enfant. Le poids symbolique. Mais c'est exprès que je le propose. Et par référendum, ne suffit pas, bien sûr. Je ne vais pas vous dire le rétablissement de la peine de mort est la seule solution. Ça serait idiot. Inscrit dans la Constitution. Je pense qu'il faut ce débat. Et puis, il faut ensuite mettre les moyens. Est-ce que vous questionnez, vous aussi, Michel, la peine de mort ? Est-ce que cette grande avancée des années 80 est à remettre en cause ou pas du tout ? Non, il ne faut pas ouvrir cette boîte de Pandore parce que un grand débat, ça n'est plus possible aujourd'hui. Tout le monde se fait insulter, tout le monde se fait mépriser, tout le monde se fait attaquer, les réseaux sociaux disent tout et n'importe quoi. Moi, je renvoie aux réflexions sur la peine capitale d'Albert Camus où tout a été dit très précisément. Et Albert Camus explique en quoi ça n'est pas dissuasif. Il explique d'ailleurs, Albert Camus, que quand il y avait des exécutions capitales, on ne peut pas être plus près de celui qu'on décapite. Eh bien, ou à l'époque qu'on décapitait à l'âge, il dit, mais il y a des gens qui sont dans la foule pour pouvoir voler. Il y a des pickpockets juste au pied de la guillotine. Il dit, c'est juste au pied du banc de justice. Donc il dit, si vraiment c'était dissuasif, ça se saurait. Et puis après, on ne peut pas dire tu ne tueras point, et en même temps dire on va tuer ceux qui ont tué. Et il faut être cohérent, il faut être logique. Donc si on commence
à aller dans ce sens-là, c'est un peu problématique. Il le dit lui-même un peu, d'ailleurs, Nicolas Dupont-Aignan. Bon, il est en campagne présidentielle, et c'est une façon de rallier un certain nombre d'individus. Mais il le dit lui-même, il n'y a pas de perpétuité réelle. Eh bien, justement, c'est là qu'il faut travailler. D'une certaine manière, moi j'ai souvenir du débat avec Badinter au moment de l'abolition de la peine capitale. Je rappelle que je ne suis pas pour sa restauration. Il disait, un peu comme Simone Veil avec l'avortement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je veux dire, il disait, mais on aura une peine qui sera substitutive et on y veillera et voilà. Et non, il n'y a pas eu de peine substitutive. Vous savez aujourd'hui que la perpétuité, ça n'existe pas. Parce qu'on commence à avancer, puis on dit oui, mais non, mais c'est pas bien non plus la perpétuité. Puis après, il y a des remises de peine. C'est la prison qui n'est pas bien du tout non plus. Puis après, il faut changer la société, etc. C'est la même chose avec Simone de Veil, qui, quand elle démarre, ça s'appelle plaidoirie, j'avais dit, appelons ça une plaidoirie, sa défense de l'IVG, dit il ne faut pas que ce soit une chose simple, il ne faut pas que ça devienne une chose simple. C'est toujours une catastrophe, l'avortement. Et il faut faire de telle sorte qu'il n'y ait plus d'avortement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut interdire l'avortement, mais qu'il faut tout faire, c'est-à-dire des politiques de prévention, des politiques d'accompagnement, pour qu'on n'ait pas recours à ça. Donc, il faut tout faire pour qu'on n'ait pas recours à la peine de mort. Il faut voir ce que c'est-à-dire que quand l'État s'en vient expliquer qu'on va décapiter un individu... C'est pas terrible. Maintenant, la solution, c'est quoi? Moi, j'ai le souvenir de discussions avec Madame Rodinesco, à l'époque où il ne me traitait pas de nazi, qui disait, mais bien sûr que la psychanalyse, ça permet de soigner la pédocriminalité. Bien sûr que non, ça ne permet pas. Et même, il faudrait voir un peu quelle est la théorie d'un certain nombre de psys sur ce sujet-là. Enfin, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, débat. Oui. Il n'y a pas un vrai combat frontal. Puis Benoît Retailleau dit castration chimique. C'est problématique aussi. On ne peut pas intervenir sur le corps des individus. On intervient déjà en disant vous allez vous retrouver dans une prison privée de dignité, de liberté, etc. Donc il faut repenser la prison, mais il faut repenser aussi la façon de protéger la société. On ne peut pas exposer des petits garçons, des petites filles comme ça, mais il faut aussi une vigilance. Je rappelle que ce monsieur, il était, semble-t-il, tous les jours dans sa voiture avec des enfants. Il apportait des petits déjeuners, des goûters à ses enfants. Personne n'a bougé. Bien sûr. Je rappelle quand vous avez vu l'affaire Paty, vous dites on ajoute ceci, on ajoute cela. C'est-à-dire que les instituteurs n'ont rien vu, la direction n'a rien vu. C'était tous les jours. Il y a eu des enfants qui n'ont rien dit. Il y a eu des parents qui ne se sont pas occupés de ce que devenait l'enfant en disant nous on fait confiance à l'administration de l'école, etc., etc. Comment s'appelait ce film, pardon, j'ai oublié le titre. L'abandon. L'abandon. Eh bien, c'est exactement la même chose. Là aussi, il y a un abandon. Donc, quand on braque le projecteur juste sur un maillon de la chaîne, on risque de faire un bouc émissaire. Mais le gendarme qui dit vous commencez à m'ennuyer et puis moi je vais porter plainte pour harcèlement, etc., il est responsable. Et la gendarmerie aussi, derrière. Les surveillants, je ne sais plus comment on appelle ça, des maîtres d'internat ou j'en sais rien, mais enfin, qui sont là et qui assurent l'entrée des enfants, on ne va pas me faire fort. CPE. Non, ça c'est conseiller principal d'éducation, c'est le surveillant général. Oui, surgé alors. Il est dans son bureau, lui. Pendant qu'il y a des pions, on appelle ça comme ça jadis, pendant qu'il y a des pions qui sont censés regarder ce qui se passe, qui est là, comment ça se passe, etc. Et puis, si effectivement vous dites il y a un problème ici... Oui, mais c'est une société entière qui abaisse sa vigilance, et vous avez raison. Voilà. Oui, mais quand vous commencez à dire regardez voisins vigilants, moi je trouve ça très intéressant, voisins vigilants, ça s'appelle du civisme et de la citoyenneté. Si la sûreté n'est pas assurée, on a vu avec le monsieur, si la sûreté n'est pas assurée par l'État et qu'on vous interdit à vous de faire vous-même la loi, vous pouvez peut-être faire un peu la police en disant on tourne, on regarde les fameux les patrouilles. Regardez la peinture de Rembrandt qui montre les gens qui sortent et qui font la police, qui regardent et puis alors qu'ils ne font pas eux-mêmes la justice. J'entends bien, mais faire la police en disant dites donc la police, venez, il y a un problème ici, il y a des gens qui ceci, il y a des gens. On dit après délation, Vichy, Pétain, etc. Mais je suis désolé, si on ne veut pas être assimilé à Vichy et à Pétain et qu'en même temps on est du côté du violeur. C'est-à-dire qu'on laisse la petite victime se faire violer, il y a quelque chose qui ne va plus intellectuellement. Ça tourne pas rond quand on finit par penser comme ça. Bien sûr. Et le dernier aspect que je voulais aborder, mais on l'a déjà abordé au début de l'émission, c'est cette espèce de tabou sur la pédocriminalité. On l'a évoqué à travers Matzneff, à travers les agressions dans le périscolaire. Vous vouliez juste nous dire un mot sur ce livre « Les hommes de la rue du Bac », dans lequel une jeune femme, Inès Chatin, raconte son enfance volée. Elle était élevée dans la grande bourgeoisie intellectuelle parisienne, adoptée, je crois, avec son frère par un médecin qui, en fait, les livrait à des adultes. Voilà, vous avez fait le résumé. Quand on lit ce livre, d'abord, il y a des noms qui sont terribles. D'abord, il y a des noms de gens qui sont morts. Claude Imbert, qui était le patron du Point, Jean-François Revel, qui était de l'Académie française, je crois me souvenir, qui auraient fait partie, mais moi j'ai été convaincu par la lecture de ce livre. J'avais lu les articles de ce journaliste de Libération,
Et puis j'avais lu les contre-articles, et puis j'étais un peu dans l'expectative en me disant, finalement, le contre-article, il laisse croire que, etc. Mais le livre est vraiment très bien fait, et je vous assure qu'il y a des noms propres qui sont cités. Je pense que si ce garçon a fait tout le travail qu'il dit avoir fait, il l'a fait. Hein. Il sait de quoi il parle. Et il y a eu Monseigneur Di Falco qui a été cité dans cette aventure, pour les gens qui sont encore vivants. Et il y a Gabriel Matzneff qui est encore vivant. Moi, de temps en temps, j'ai des gens qui m'envoient des photos en disant, tiens, il était encore à Saint-Germain-des-Prés, à la remise d'un prix littéraire. Il n'y a pas de problème. Il est couvert. Pendant des années, il était couvert par la mairie de Paris. On lui permettait d'habiter dans un logement social qui était payé par les impôts du contribuable. Ce monsieur est toujours en activité. Il est parti à l'étranger. On le voit dans les cocktails à Paris, etc. J'ai eu l'occasion de discuter avec une magistrate, je ne vais pas donner son nom, mais elle m'a parlé du réseau de Saint-Germain-des-Prés. Elle me dit, mais il y a une couverture. C'est évident, il y a des gens qui ne bougent pas, qui laissent faire. On connaît. Et je ne donne pas tous les noms, parce que c'est pas mon boulot de faire ce travail. Disait ce livre, il est formidablement fait. Mais vous avez des dîners qui étaient organisés chez ce type, et puis on donne des noms de gens qui sont allés dans ces dîners. On peut parler de Michel Tournier, il est mort. Mais c'est assez effrayant. Et on se dit, mais alors, pas de justice là-dessus ? C'est-à-dire, il y a des enfants abusés. Cette dame qui a une cinquantaine d'années maintenant, qui a raconté son histoire, c'est effrayant ce qu'elle a vécu. Elle semble dire que son frère a vécu exactement la même chose, mais lui, il est dans une espèce de, je ne sais pas, d'oubli, de dénégation, ou de ne pas se mettre dans les phares de l'actualité ou des médias. Mais c'est encore une affaire terrible. Donc vous avez Epstein, vous avez ce réseau de Saint-Germain-des-Prés, avec des gens morts, mais des gens qui sont toujours vivants, et qui, pour le coup, sont toujours dans les cocktails à Saint-Germain-des-Prés. Que se passe-t-il ? Vous avez le périscolaire, comme il est dit, pour éviter de dire qu'il y a eu des pédophiles qui ont été soutenus et défendus, et on a su que cette affaire avait été retenue avant les élections municipales pour ne pas encombrer les élections municipales. Mais il y a un certain nombre de gens qui devraient être au tribunal aujourd'hui, si ce n'est en prison. Il y a des enquêtes qui sont en cours, effectivement. Oui, c'est ça, des enquêtes. Et ça va prendre du temps, et là aussi, ça va se retrouver. Ça fait plusieurs jours qu'on nous dit que les enquêtes, ça se trouve en dessous de la pile, et que ces gens-là finissent leur carrière sans jamais avoir été inquiétés. Les enfants, eux, ils sont détruits. Michel Onfray, on est sur, évidemment, CNews et Europe 1 dans votre émission. De Gaulle, parlons un peu de ce film magnifique que vous avez vu. Racontez-nous pourquoi c'est un film que nous devons aller voir. Donc, il raconte la bataille de France. Ça se passe donc après la capitulation, quand De Gaulle rallie Londres. Et là, qu'est-ce qu'on découvre ? Ce film est génial. Hein. Je n'utilise pas beaucoup le mot, parce que franchement... Vous êtes souvent sur le De Gaulle, vous êtes très exigeant. J'essaie de l'être comme je le suis de manière générale. J'ai fait 2 livres sur le général de Gaulle. J'ai assez travaillé pour savoir factuellement ce qui a eu lieu, ce qui n'a pas eu lieu. Aucune erreur factuelle. Aucune. Un film magnifique d'un point de vue du cinéma. D'abord, le réalisateur Antoine Baudry c'est un génie. Ce type est un génie. Il est polytechnicien, normal sup. Il a fait une BD, ça a été un succès. Il a fait de la diplomatie, ça a été un succès. Il a ouvert une librairie française aux États-Unis, ça a été un succès. Tout ce qu'il touche est transformé en or. Et ce film est magnifique parce que d'abord, il dure 2h40, 2 fois. Et la prochaine fois, ce sera à peu près autant, je pense. Et c'est la biographie, c'est pas un biopic comme on dit, c'est-à-dire une biographie, c'est la biographie d'une idée, et cette idée, c'est la volonté. Et c'est la volonté politique. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur du mot souveraineté. D'ailleurs, on voit beaucoup des cartes, on voit beaucoup de cartes, et ça c'est très intéressant. Les cartes de l'Europe, les cartes du monde, les cartes de la bataille de Bir Hakeim, et on voit les déplacements, donc on voit concrètement ce que c'est que la politique, des déplacements de flux, des déplacements de force, et puis des problèmes de volonté. Et le général arrive chez Churchill, et lui dit, la France... Alors, Churchill lui dit, elle est perdue, vous avez vu, etc. Et l'autre dit, non, la France n'oublie jamais ses alliés. Culotté. Le type, il est tout seul, il dit, je suis la France. Pétain vient de signer l'armistice, et il dit, je n'oublie pas les Anglais qui sont nos alliés. Alors, Churchill dit, il est cinglé, ce type. Autour de lui, on dit, il est complètement cinglé. Puis Churchill finit par se dire, peut-être pas tant que ça. Et on voit comment il fabrique la résistance. Il y a aujourd'hui des tenants de la Nouvelle-France. Moi, je fais partie des tenants de la France libre. Et la France libre, elle se constitue à l'époque. Et elle peut encore exister aujourd'hui. Il y a des ennemis de l'intérieur, il y a des adversaires, et il faut les combattre. Et c'est une leçon de volonté. En disant, vous n'êtes rien, juste un homme, tout seul, et vous dites, je vais incarner la France, et nous allons résister, et nous allons mettre les nazis dehors. Et il y parvient. C'est-à-dire au fur et à mesure, au bout de 2h40, on voit même les moments où le général de Gaulle a envie de se suicider. Il y a eu des moments dans sa vie. Il l'a dit au général. Les hauts et les bas sont racontés il l'a dit à Michel Droit, et Christine Claire a fait un très beau livre là-dessus pour montrer les grands moments de dépression chez le général de Gaulle. Et à un moment donné, justement après Marcel Kébir, il y a vraiment un moment donné où il se dit, j'ai tout perdu, on tire sur des Français. Il ne voulait pas, lui, qu'on tire sur des Français. Et on voit ses 2 pieds posés sur le bord du bateau, et on voit l'eau, l'espèce d'océan
c'est en menaçant, on se dit, si les gens ne connaissent pas l'histoire, il va se suicider, faire une tentative de suicide, je ne sais quoi, puis il ne le fait pas. Et 2 secondes après, on voit les deux pieds qui se retirent, c'est magnifique, c'est un plan, je suis sûr que quand vous voyez ça sur un écran géant, cette question est traitée simplement avec un langage cinématographique qui lui est propre. Moi j'adore les blockbusters, quand vous avez des avions, des chars, il avait fait un précédent film avec un sous-marin, mais les tanks, les prises de vue, c'est extraordinaire, et il réussit à faire plusieurs films dans le même film. C'est-à-dire, il y a un film d'histoire, mais il y a un film de psychologie, il y a le tempérament du personnage, quelques moments d'une grande émotion avec sa petite fille handicapée, Anne, et où on voit une magnifique image d'Yvonne, de Madame de Gaulle, du général, de la petite. Ça dure 2 secondes, on n'a pas besoin d'un grand discours, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. On voit la petite derrière, à un moment donné, derrière une vitre, et puis elle dit papa. On voit pas on n'entend pas qu'elle le dit, bien sûr, mais on voit le mouvement de bouche. Et ces moments-là sont extrêmement émouvants. La solitude du personnage qui finit par se dire est-ce que j'ai raison, quoi ? Est-ce que vraiment ça marche, mon truc, ou pas ? Et puis, quand vous avez Birakeim, d'un seul coup, les Anglais se disent ça marche quand même. Et ils nous ont sauvé la mise, et peut-être qu'il faut compter avec cela, et on y va, quoi. Le rapport avec les États-Unis aussi. Les États-Unis. Arrêtez la mythologie du « ils nous ont tellement aimés qu'ils sont venus ». Ceux qui sont fidèles à cette émission, je crois, sont instruits. Et là, on voit bien Roosevelt disant « bon, ça va avec ce type, quoi ». Et puis après, évidemment, ils rentrent en guerre parce que Hitler les attaque et pas parce qu'ils aiment le général de Gaulle. Ils finissent par se dire « bon, on va essayer de faire avec le général de Gaulle ». Ils font le moins possible, ils font plutôt avec le général Giraud, qui lui était vichiste et pétiniste. Mais ce film est magnifique parce que tout est vrai, y compris ce qui est faux. C'est-à-dire que, par exemple, l'appel du 18 juin, moi je l'ai, il y a eu des affichages dans les rues, et j'ai eu la chance d'avoir l'une de ces affiches dans mon bureau, et je le connais, le discours, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai analysé pour un livre que j'ai fait, et là je me dis, c'est pas le discours, exactement. Et puis j'ai vu sur une émission de télévision un historien qui est pas content, parce qu'évidemment le livre n'a pas été fait avec son livre à lui, mais avec le livre d'un Américain, je crois, ou d'un Anglo-Saxon, et il y avait là un conseiller historique, un vrai pour le coup, et qui lui dit oui, mais on n'a jamais dit que ce serait complètement le discours, mais ce sont des discours qui ont eu lieu, et avec des discours, on a fait un discours, justement quand on parle du soleil, du lever de la lumière, etc., c'est vrai. Et donc, je me dis, voilà quelqu'un qui a été génial du début jusqu'à la fin. On se dit, c'est une performance de proposer un diptyque, 2 films de 2h40. On se dit, si on est déçu au bout de 2h40, ça va être problématique pour le tome 2. Je vous assure que je vais régulièrement avec des amis, on est assis à aller régulièrement au cinéma. Et on est tous sortis emballés, bluffés, impressionnés, en se disant vivement le tome 2. Génial. Alors formidable. Et ça, ce serait un film à montrer justement à l'école. Quand tout le monde se dit, etc., etc. Mais il faudrait des profs à la hauteur. Peut-être une journée du général, peut-être un 18 juin par exemple, où le film serait montré dans sa totalité et où il y aurait des discussions sur ce qui a eu lieu, sur ce que c'est que la souveraineté, sur ce que c'est que le souverainisme, sur ce que c'est que la résistance, sur ce que c'est que l'invasion, en expliquant que les collaborateurs, il y en a eu jadis, il y en a encore aujourd'hui. Michel, le point philo, vous nous proposez un livre de Michel Foucault qui pose la question « À quoi bon les prisons ?» Vous datez en fait toute l'idéologie, et on revient comme ça au début de l'émission, qui irrigue le droit français, de là en fait, de cet ouvrage. Alors d'abord, c'est pas un livre facile à lire, sous des aspects pourtant simples. On n'a pas l'impression que ce soit très compliqué d'abord et de lecture. Or, c'est un livre complexe, compliqué. Ensuite, il faut le présenter dans une configuration. C'est la fin du marxisme et du vieux communisme, et c'est l'avènement des gauchistes. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, les marxistes disent il y a une exploitation, il faut faire une espèce de coup d'État sur le principe de la dictature du prolétariat, et puis on prend le pouvoir, et puis voilà. Et Foucault dit ah non, c'est pas seulement l'État. Il y a des micro-fascismes et il y a des micro-résistances. Micro-fascisme, la prison. Mais aussi tout ce qui est disciplinaire, donc l'hôpital, donc l'école, donc plein d'autres endroits. Il travaille sur l'architecture, il travaille notamment sur l'architecture de Bentham, qui est un autre philosophe dont on parlera, qui s'appelle le panoptique. Et le panoptique, c'est une prison circulaire avec en son centre un dispositif de contrôle. Et Foucault dit, vous avez un minimum de gardiens et un maximum de prisonniers. Et il fait toute une description de ce dispositif en disant, tout au départ, on infligeait des tortures à des gens. Damiens, par exemple, qui a donné un coup de couteau au roi Louis XV, il est écartelé en place publique. Il dit, à l'époque, on fait souffrir le corps. Et après, on fait souffrir les âmes. Et après, on essaie de dresser les âmes. Et là, c'est la société de contrôle. Dans une tour, vous êtes invisible, mais vous contrôlez, et vous avez tous les délinquants. Alors qu'en fait, il faudrait expliquer qu'à l'époque, ce sont des culs de basse-fosse. Et que quand Bentham propose cette proposition pour des prisons, il humanise les prisons. La chose n'est pas dite, mais peu importe. Et par la suite, Foucault dira, mais la prison, c'est fait pour réintégrer, ça ne réintègre pas. Ça fabrique de la délinquance. À quoi bon donc la prison ? Et il nous le dit très précisément. Et les militants, après, les Foucaldiens, disent, abolissons la prison. Et vous avez quelqu'un qui passe par là, qui s'appelle Robert Badinter, et qui explique qu'il a des tremblements quand il rencontre Michel Foucault. C'est-à-dire quand le philosophe vient
à la chancellerie, il est dans ses petits souliers, Robert Badinter, parce qu'il estime que ce livre dit tout. Il dit tout sur la souffrance des prisonniers, sur le dispositif disciplinaire, tout ça effectivement est superbement analysé, mais il n'y a rien sur les victimes des salauds, c'est-à-dire des bourreaux. Et on se dit, mais il y a des gens qui, s'ils sont en prison, ces gens-là, alors évidemment, à une époque, regardez, Jean Valjean, il a volé un pain et puis il se prend 20 ans de galère. Évidemment, si la prison, ou si les galères, c'est réservé à des fautes comme celle-ci, on peut comprendre que Hugo ait eu une théorie sur la prison à l'époque, qui n'est plus la même théorie en 75, le livre date de 75, qui n'est plus la même théorie non plus aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous faites de terroristes qui ont décidé de, je sais pas, Mohamed Merah, qui tue à bout touchant des enfants juifs parce qu'ils sont juifs? Qu'est-ce qu'on fait là? On va dire non, on va le laisser dehors, pas besoin de prison. Il a été abattu. Donc c'est une réflexion. Il a été abattu. Il a été abattu. Mais imaginez, s'il n'est pas abattu et qu'il est interpellé, qu'est-ce qu'on fait? Procès tribunal, et aujourd'hui il serait en passe. Salah Abdeslam, les attentats de Paris. Et puis après, 8 ans plus tard, il sort parce qu'il faut pouvoir les réintégrer, etc. Et cette réflexion, il l'amène dans le milieu gauchiste, pas dans le milieu communiste. Les communistes ont un sens des réalités qui est bien supérieur aux gauchistes, qui sont dans des logiques de théorie pure. Et j'ai récemment lu un livre, j'ai récemment lu parce qu'il vient de paraître, mais sur des conférences que Foucault avait données en Californie, où tout le monde fumait de la drogue, comme c'était pas possible, où il y avait des relations sexuelles avec, etc. Enfin bon, ça peu importe. Mais ce que j'ai appris est quand même assez sidérant, c'est-à-dire que cet homme qui passe pour le dernier penseur de la prison, ou pour le penseur ultime de la prison, n'a jamais mis les pieds dans une prison. Et c'est bien ça, les intellectuels gauchistes, ils ont des théories sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Alors il a passé un temps fou dans les archives, il travaille sur des archives. Mais la réalité, il ne connaît pas. Voilà, et pour Foucault, n'existe que les archives. Si ce n'est pas consigné un jour sur une archive, ça n'existe pas. Il avait fait le même travail avec la folie, avec les mêmes conclusion, c'est-à-dire que le fou n'est pas fou, c'est le type qui enferme le fou qui est fou, ou le délinquant n'est pas délinquant, c'est le type qui enferme le délinquant qui est un délinquant, et avec ces théories fumeuses d'intellectuels, quand elles sont reprises par un garde des Sceaux, ça produit effectivement une idéologie que la droite ne remet pas en cause non plus. C'est-à-dire que c'est pas seulement le gauchisme culturel qu'il faut stigmatiser, c'est le gauchisme culturel ingéré et digéré par une certaine droite. Je ne donnerai pas de nom dans la classe politique de droite, mais vous avez plein de gens qui pensent de cette manière-là. Il faut repenser la prison. L'alternative, c'est pas retrouver le cachot avec les tortures, etc., ou libérer complètement les prisons, mais estimer qu'on ne traite pas pareillement un alcoolique, un délinquant routier, un délinquant sexuel, un terroriste, etc., et que nombre de gens sont en prison, ne devraient pas s'y trouver. Quant à ceux qui s'y trouvent, on devrait pouvoir disposer d'une vraie politique pénale, et elle n'a pas lieu. Les hommes politiques aujourd'hui veulent être un calife à la place du calife, mais personne n'a de théorie sur ce sujet. Surveiller et punir, c'est donc le livre de Michel Foucault que vous nous avez conseillé. Un tout petit mot de la revue Front Populaire, Michel, qui est sorti cette semaine en kiosque. Alors, Soumission des élites, une passion française. En 2 mots, il nous reste 2 minutes. Expliquez-nous ce qu'il y a dans ce numéro de Front Populaire. On essaie de savoir pourquoi la France, qui a tant de talent, se déteste tant. Pourquoi elle s'en va chercher ses modèles partout. Pourquoi, mais en dehors de la France, c'est-à-dire nous on se déteste, mais on aime quand ça vient de l'extérieur. Moi j'ai fait un papier sur la fascination qu'a eu la France pour la philosophie allemande, et y compris chez Heidegger, qui était nazi à cette époque-là dans les années 30, et Sartre ne voit rien à redire au fait d'acclimater Heidegger, mais dans tous les domaines. Et j'étais hier soir, peu importe avec qui, mais enfin avec une personne qui connaît très très bien, quelqu'un de la famille des Mehmet, si vous voulez la fondation Mehmet, et qui m'expliquait comment la France avait tout fait pour détester ces artistes, pour ne pas les soutenir, pour ne pas les défendre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les grands artistes que nous avons, les grands peintres que nous avons, je songe à mon ami Robert Combas par exemple, ne sont pas soutenus par l'État? Pourquoi est-ce que Combas, par exemple, à l'âge qui est le sien, on a le même âge, il est un peu plus que moi, n'a pas eu d'exposition à Pompidou? Et pourquoi est-ce qu'à Pompidou on nous présente des étrangers? C'est très bien, je ne suis pas contre les étrangers, mais les Français existent aussi. Et donc c'est une analyse de toute la détestation française d'elle-même, de toute la criminalisation de ceux qui aiment la France. Dès que vous commencez à dire mais ce serait bien qu'on mette en avant les musiciens français, les compositeurs français, les peintres français, vous êtes un franchouillard, vous êtes un nationaliste, vous êtes etc. etc. Donc il y a quantité d'intervenants qui sur quantité de sujets ont fait un très beau numéro. Et merci encore à notre rédacteur en chef, Maxime Le Nagar, qui fait un travail formidable. Merci à vous, Michel Onfray. Voilà, c'était Front Populaire et c'était votre émission. Et on se retrouve la semaine prochaine sur CNews et sur Europe 1.